Christophe Castaner est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député, j'oublie socialiste, vous êtes député, vous avez quitté le Parti socialiste pour rejoindre En Marche. Il y a combien de temps? Ah, moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron Tout de suite dès le début, oui. Vous y avez cru tout de suite? J'ai cru dans sa capacité à changer les choses. Je vais être honnête avec vous, Jean-Jacques, je n'étais pas sûr, je ne me projetais même pas sur l'idée qu'il soit président de la République. Je pensais que ce serait trop difficile et que c'était peut-être trop tôt. Mais sur sa capacité à dépasser les vieux clivages politiques, à renouveler le mouvement politique. Christophe Castaner, moi je vous ai découvert, on ne se connaît pas, hein, on est, comme je fais habituellement, hein, aucun rapport avec les responsables politiques, quels qu'ils soient, hors micro, hors studio. Je vous ai découvert à l'occasion d'un drame. La Germanwings, ça s'était produit dans votre circonscription, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis je vous ai découvert ensuite dans votre choix politique de vous retirer au régional pour laisser la place à Christian Estrosi et lui donner la possibilité de battre le Front National. C'était un peu les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais hélas, on a pu voir que j'étais plus républicain que certains républicains un peu plus d'une année après. Mais c'est vrai que face à un choix simple pour ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, imaginez que Marion Maréchal Le Pen, qui, face à vous, quelques semaines après, montrait qu'elle ne connaissait même pas le nombre d'habitants dans cette région. Elle se trompait à hauteur de 3 millions, ce qui est non négligeable. Et donc, entre le choix de laisser Marion Maréchal Le Pen accéder à la présidence de la région ou le choix de choisir un adversaire politique, Christian Estrosi, mais qui avait la capacité à incarner, à porter, à redynamiser si c'était nécessaire la région, je n'ai pas hésité une seconde entre soutenir et appeler à voter pour un adversaire politique par rapport à celles et ceux que je considère être les ennemis de la République. Alors, c'est cela le changement de code politique, ce changement que les Français demandent. Mais maintenant, votre responsabilité sera d'autant plus grande que les Français demandaient ce changement avant l'élection et maintenant vont vous le demander, maintenant que vous êtes élu, qu'Emmanuel Macron est élu. Je ne parle pas de vous, qu'Emmanuel Macron. On va lui demander beaucoup. On va lui demander de changer la vie des Français et notamment de ceux qui souffrent. D'abord, le changement qu'incarne Emmanuel Macron, c'est celui d'arrêter de se poser la question de savoir si une idée vient de la droite ou si elle vient de la gauche. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle améliore le quotidien des Français. C'est la réponse à votre question. Nous devons et nous avons cette obligation de faire en sorte que si on veut faire reculer le vote de colère pour la France insoumise ou pour le Front National, nous avons besoin d'apporter des réponses sur le pouvoir d'achat, sur le travail, sur l'espérance, pour essayer de construire un pays qui cesse de douter constamment et comme il doute, il râle et il a peur et certains surfent sur les peurs. Mais est-ce une élection gagnée sur un rejet plus que sur un projet, franchement? D'abord, n'oublions pas qu'il réussit, Emmanuel Macron, un formidable pari. Celui qu'il s'était fixé le 12 juillet à la Mutualité, il y a moins d'un an, où il dit « Je refuse que le Front National soit, le soir du premier tour, le premier parti de France ». À ce moment-là, personne n'y croyait. Et pourtant, il fixe cet objectif-là. Et c'est Emmanuel Macron qui gagne le premier tour. Ce premier tour est transformé par une élection. Mais nous savons, et lui-même le reconnaît, et ça c'est nouveau aussi dans le style, il l'a dit hier, ceux qui m'ont élu ne sont pas forcément ceux qui m'ont choisi. Et donc, il leur doit aussi des engagements, du respect, mais il n'a pas vocation du coup à vouloir faire des mesures qui plairaient à tous parce que sinon nous irions dans le consensus mou et on a vu les limites du consensus mou. Bien, nous allons voir ce qui va se passer maintenant dans les heures et dans les jours qui viennent. Ces heures et ces jours qui sont essentiels pour Emmanuel Macron, pour son avenir politique. D'abord, son mouvement En Marche va se transformer en parti politique, on est bien d'accord. Oui, qui va s'appeler comment? En Marche la République En Marche? Vous êtes bien inspiré, Jean-Jacques. Mais non, ça veut dire quoi? La République En Marche? En Marche la République nous semble aussi un bel objectif. Donc En Marche la République, ce sera le nom du parti, du futur parti du président de la République. Ce sera sûrement le nom de cette majorité présidentielle que nous voulons construire pour qu'Emmanuel Macron mette en œuvre le projet politique. Voilà une première information. En Marche la République, le nom de cette majorité présidentielle, le nom sous lequel des hommes et des femmes venus de tous les horizons se présenteront aux législatives, c'est bien cela? Oui, nous voulons une majorité composée de femmes et d'hommes qui viennent du Parti Socialiste, des Républicains, qui viennent du centre, mais aussi qui viennent, et ce sera au moins la moitié de nos candidats, de la société civile. Parce que là encore, l'entre-soi politique... la moitié, plus de la moitié, donc? Oh, je suis prêt à faire le pari qu'il y aura plus de la moitié de gens issus de la société civile, pour sortir de cet entre-soi politique... Qui n'ont jamais été élus, donc? Qui n'ont jamais été élus.
mais qui ont une expérience de la vie, qui ont été chefs d'entreprise, qui ont été responsables syndicaux, qui ont été artisans, ouvriers, militants, jeunes, parce que l'objectif c'est aussi, dans le renouvellement, de rajeunir, et puis paritaire. Avec donc, une vraie parité. Sous l'étiquette En Marche la République, il y aura ces nouveaux venus en politique. On est pour bien garantir la majorité présidentielle. Pour garantir la majorité présidentielle. Christophe Castaner, il y aura aussi des hommes et des femmes venus du PS et venus des Républicains. On est bien d'accord. Oui. Est-ce qu'ils devront abandonner leur étiquette politique ? Emmanuel Macron ne le demande pas. Ils pourront garder leur attachement s'ils le souhaitent, mais ils doivent s'engager. À soutenir la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron sur le projet qui est devenu depuis hier soir 20h un contrat entre Emmanuel Macron et les Français. Et puis ils devront siéger dans le groupe majoritaire. Une des choses dont on a souffert dans le mandat qui vient de se terminer, c'est que si François Hollande avait été désigné lors de la primaire, c'est pas sa ligne politique qui a été validée. Et donc très vite, les frondeurs ont empêché le président de la République. Ce que nous souhaitons, c'est ne pas avoir nos propres frondeurs. Et donc d'avoir des femmes et des hommes qui s'engagent sur les grands projets, les grands engagements qu'a pris Emmanuel Macron devant les Français. Donc vous n'allez pas demander à Manuel Valls ou à Bruno Le Maire, par exemple, d'abandonner le PS et les Républicains. Nous ne leur demandons pas, mais nous leur demandons de s'engager à être dans le groupe majoritaire de la majorité présidentielle, pas dans un groupe PS, pas dans un groupe des Républicains, et c'est à eux de faire ce choix-là. Donc dans un groupe au Parlement, dans un groupe à l'Assemblée nationale, ils devront quitter leur groupe d'origine, socialiste ou les Républicains, et venir vous rejoindre dans ce groupe présidentiel. Oui, parce qu'on ne distribue pas comme ça un pins pour une élection législative. On veut des engagements concrets pour réussir le pari et le combat que nous devons mener pour la France. Est-ce qu'Emmanuel Macron connaît le nom de son Premier ministre ? Je pense, il vous l'a dit la semaine dernière. Oui, il me l'a dit la semaine dernière. Il le connaît. Vous le connaissez ou non. Pas ? Franchement. Franchement, il l'a... Allez, soyons clairs. Non, franchement, Emmanuel Macron fait les choses dans l'ordre. Et c'est aussi que quand vous tenez un secret à plus de 2 personnes, il y a assez peu de chances qu'il reste secret. Oui, les longtemps. secrets sont faits pour être murmurés, disait Pagnol. Ce qui est pas... Voilà une belle référence provençale. Oui, pour vous, Christophe Castaner. Mais oui, donc il sait qui sera. Il sait qui sera Premier ministre, son Premier ministre, un homme et une femme. Non, bon, vous n'avez aucune idée. Il y a des noms qui circulent, mais j'ai les mêmes noms que vous, Jean-Jacques. Bon, quand est-ce que nous saurons ? Je pense qu'il fera les choses dans l'ordre. Il sera président de la République installé dimanche prochain. Dimanche et non pas samedi. Vous dimanche confirmez. prochain. Dimanche prochain. Très bien. Donc très vite, il nommera son Premier ministre. Et avec lundi lui, prochain. Très vite, je pense. Et très lundi vite, prochain, le Premier ministre nommé. Dans la foulée, il ne faut pas attendre. Les Français veulent que nous allions vite. Et donc du coup, il faut tous être mobilisés autour du Premier ministre demain, du gouvernement qui sera constitué dans la foulée. Vous-même, vous serez candidat aux législatives ou Je souhaite être candidat dans mes Alpes de Haute-Provence, oui. Oui. Mais peut-être ministre. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Non, parce que vous devez aussi retourner devant le peuple, même si vous êtes ministre. Il se trouve vous avez envie d'être ministre, Christophe Castaner ? Je veux être honnête, Jean-Jacques. Tout le monde. Soyons honnêtes. Toute personne qui s'engage en politique, donc, voilà, toute personne qui s'engage en politique a envie effectivement de servir. Moi, j'ai servi Emmanuel Macron pour ce combat politique. S'il juge utile que je puisse jouer un rôle, je serais heureux et fier de le faire. Mais en même temps, vous savez, on n'est pas candidat. La seule chose qui se passe quand on vous propose d'être ministre, c'est que vous pouvez répondre oui ou non, mais difficilement autre chose. Et vous n'aspirez pas, vous ne prétendez pas. Vous ne répondrez pas non, si on vous le propose. J'ai commencé le propos, je vois votre sourire, j'ai commencé le propos en vous disant qu'évidemment, j'aimerais pouvoir servir ce combat que j'ai mené aux côtés d'Emmanuel Macron depuis de longs mois. Oui, quand vous avez choisi Emmanuel Macron, d'ailleurs, j'imagine que vous êtes attiré tout un tas de critiques, non ? De critiques, de menaces. Comment l'avez-vous vécu ? De menaces de aussi ? brutalité, de menaces. Bien sûr. Menace de la part de qui ? D'abord, la menace terrible de l'exclusion du Parti socialiste et donc du fait que je serais défait de toute élection. Toutes celles et tous ceux qui pensaient qu'il était impossible de dépasser le fameux gauche-droite et de sortir de la logique des vieux partis nous ont expliqué que nous allions mourir au combat. La réalité semble tout autre aujourd'hui. Oui. Donc ce nouveau parti restera après les législatives, on est bien d'accord. C'est un parti qui devrait pouvoir composer la nouvelle majorité présidentielle sur laquelle s'appuiera Emmanuel Macron. Il va avoir besoin de cette majorité. Je regardais par exemple ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier. Nous sortons d'une présidence lamentable. Vous êtes d'accord avec vous ? Nous sortons d'une présidence lamentable ? Je crois que tout ce qui est excessif est inutile. Et Jean-Luc Mélenchon, surtout ces derniers jours, a montré à la fois son côté excessif, mais aussi son côté peu clairvoyant.
Quand il ose faire l'amalgame entre Emmanuel Macron et le Front National, il commet une faute. C'est dommage, il a fait une belle campagne, il la gaspille. Il a parlé de nouveau monarque, en parlant d'Emmanuel Macron, nouveau monarque. Vous savez, quand on regarde Jean-Luc Mélenchon, on se dit qu'il est bien inspiré quand il évoque la monarchie. Oui, il dit « les gens, fédérez-vous ». Fédérez-vous. C'est étonnant ce qu'on a vu hier soir, non? Ce que vous avez vu sur les plateaux de télévision. Non, je veux dire, étonnant parce que plus personne ne sait vraiment où se situer aujourd'hui, non? Si, j'ai vu les représentants des vieux partis, du vieux système nous expliquer que tout ça n'avait pas existé. Les candidats, les républicains, les représentants des républicains étaient très étonnants sur les plateaux. Ils nous expliquaient que bon, finalement, c'était un peu la faute de François Fillon et qu'on les avait privés du débat et du vrai débat de fond et que maintenant on allait rentrer dans la campagne. En gros, ils nous expliquaient que pour eux, une campagne qu'ils perdaient n'était pas une campagne et que finalement, il fallait se précipiter vers l'autre, passant au-dessus de l'élection présidentielle. Je pense qu'ils se trompent. Je pense que ce vieux système-là est derrière nous et qu'il faut le dépasser. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon se trompe aussi d'espérer que c'est dans la rue qu'on fait le pouvoir. Il a été candidat, il a fait un excellent score, il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Il aurait pu contribuer au Front républicain contre le Front national, il a souhaité être ailleurs, mais quelque part être absent. Est-ce que les candidats de votre majorité présidentielle se désisteront pour d'autres partis politiques aux législatives? Pour moi, il n'y a pas de doute si le risque est le risque du Front national. Donc là, les candidats se désisteront. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Sinon... Vous avez rappelé mon éthique personnelle qui m'avait fait me sacrifier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je n'entends pas changer, même si j'aurais apprécié que les Républicains aient une attitude plus cohérente. Mais j'ai apprécié l'attitude de Christian Estrosi, par exemple, qui, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été dans les premiers, avec d'autres, Jean-Claude Gaudin, à s'engager pour faire ce front républicain contre le Front national. Peut-être parce qu'il est issu d'une région où nous savons l'incurie des élus du Front national. Fort vote blanc, hier, est-ce qu'il faut reconnaître le vote blanc? Parce que ce n'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron. En fait, nous le reconnaissons parce qu'aujourd'hui il est enregistré, mais il n'a pas d'effet. Non, il n'a pas d'effet. Je crois qu'il faut réfléchir effectivement à lui donner un pouvoir d'effet et peut-être un pouvoir d'éviction. Parce que quand je regarde abstention, vote blanc, vote nul, c'est plus important que le vote Marine Le Pen. 16 millions. Alors je sais bien que on ne peut pas ajouter les trois. Hein. L'abstention, il y a toujours de l'abstention à une élection présidentielle, quelque élection que ce soit d'ailleurs. Mais tout de même, plus important que jamais. Mais vous savez, je crois que le rejet des politiques est une évidence et qu'il nous faut reconstruire ce lien-là. Il nous faut changer la façon de faire de la politique. C'est aussi un des vrais enjeux pour Emmanuel Macron. Il a pris un engagement, celui du renouvellement. Renouvellement des femmes et des hommes, des visages, mais aussi renouvellement des usages et des pratiques. Alors je vois des réactions, Christian Estrosi qui parle à François Baroin, j'appelle François Baroin et nous en discuterons. Échec assuré des Républicains si François Baroin fait à nouveau preuve de radicalisation. Je vois de son côté Stéphane Le Foll qui dit « Je vais plaider pour qu'il y ait le sens de la responsabilité qui l'emporte » avec la perspective de travailler avec Emmanuel Macron. Tout est en train de se recomposer, là. Moi, je le souhaite. Je pense vous avez bousculé la vie politique. Moi, je pense qu'il nous faut aujourd'hui un pôle démocrate, progressiste en France, qui s'appuie sur des progressistes européens qui viennent des républicains et qui viennent. Et où sera votre opposition ? Elle est justement de rassembler. Et c'est tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à rassembler des femmes et des hommes qui s'opposaient pour des raisons artificielles et qui peuvent aujourd'hui travailler ensemble. Mais attention, il ne s'agit pas de recycler toutes celles et tous ceux qui voudraient du coup profiter d'un effet d'aubaine avec la carte de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a, depuis le début, gardé sa ligne de conduite. Est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va entrer dans des tractations, dans des combines politiciennes et qui perturbe notre vie politique depuis tant d'années? Vous savez, la campagne a été difficile à de nombreux moments. Les attaques ont été très fortes. La souffrance même pour les spectateurs qui ont regardé le débat la semaine dernière l'a été aussi pour l'acteur qu'il était. Les attaques Internet et l'opération de hacking qu'on a eue au dernier moment vendredi soir montrent toute la violence de cette campagne. Il a tenu bon. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qui a été dit, redit, écrit. Beaucoup de choses qui ont été hackées, volées, sont vraies parce que tout est transparent en marche et donc du coup, ils ont piraté des échanges, des factures de prestataires, ce qui ne nous pose aucun problème. Mais ce qui compte, et je réponds surtout à votre question, c'est que malgré ces menaces, malgré cette violence-là, il a toujours tenu bon. Il était maître du temps, il était maître de son projet politique. Et il sera demain, je le souhaite, et j'en suis convaincu, maître de sa présidence de la République. À propos de ces opérations sur Internet, vous avez déposé plainte, je crois.
Évidemment, c'est totalement inacceptable, mais au fond, ce qui est grave, c'est que vendredi soir, à 23h, on n'attaque pas le candidat Emmanuel Macron, on attaque la France et le président de la République. Il le savait à ce moment-là, que ça n'aurait pas d'effet sur la campagne, du fait du non-débat politique à 24 heures de l'élection présidentielle. Et au fond, c'est la France qui est attaquée par cela, et par des ennemis qui viennent de l'étranger. Il nous faut effectivement non seulement porter plainte, mais il nous faudra trouver les responsables et avoir des sanctions fortes. Christophe Castaner, vous avez fêté la victoire hier soir? Sobrement. Sobrement. Sobrement, et permettez-moi une confidence, parce que oui. Une de nos compagnonnes de combat, oui. Corinne Herel, nous a quittés vendredi soir lors de son dernier meeting. Et pour Emmanuel Macron, pour moi, pour les quelques proches, c'était une douleur qui peut-être a fait qu'à 20h, nous pensions tous à elle. Et vous vous êtes retrouvés entre vous après le Louvre, si j'ai bien compris. Le Louvre, au siège de campagne, il y a eu un moment de partage avec toutes celles et tous ceux qui ont travaillé presque jour et nuit aux côtés d'Emmanuel Macron pour faire la campagne. Le Louvre, c'était choisi. Quelle était la volonté? Quel était le symbole que vous vouliez donner? D'abord, c'était un choix de sécurité. De sécurité pour les 20 000 personnes qui étaient là, parce que la sécurité reste un sujet majeur sur lequel nous devons être mobilisés. Ensuite, c'est aussi un choix d'ancrage dans l'histoire de France. Et c'est la force d'Emmanuel Macron. Vous le connaissez un peu. Il réfléchit toujours, il resitue les choses dans le contexte historico-philosophique avant de prendre une décision. Et puis c'est aussi la modernité avec le Louvre. Et puis c'est un emblème de la France. Le musée du Louvre est le plus grand musée visité au monde. Et je crois que là encore, faire le choix de devenir l'ambassadeur de la France avec ce regard 2600 journalistes qui étaient présents, qui étaient accrédités, c'est aussi aimer la France. C'est ce qu'il a voulu marquer à travers son histoire, mais aussi en se tournant vers son avenir. J'ai été frappé en regardant ces deux discours. Il nous a parlé à plusieurs reprises. Jean-Yves Le Drian serait un très bon Premier ministre, non ? La question ne m'est pas posée, mais si vous me demandez les qualités de Jean-Yves Le Drian, je trouve qu'elles sont très grandes. Elles sont très grandes et très grandes pour être Premier ministre. Moi, à titre personnel, mais ça n'est pas le porte-parole d'Emmanuel Macron, je trouve que Jean-Yves Le Drian serait effectivement un très bon Premier ministre. Bien, merci. Merci d'être venu nous voir ce matin, Christophe Castaner. Nous aurons l'occasion de vous retrouver, évidemment. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV. Il est 8h53. Et dans le journal de 9h sur BFM TV, son premier rendez-vous de président Emmanuel Macron en commémoration du 8 mai 45 à l'invitation de François Hollande. C'est une cérémonie qui sera à suivre en direct et en intégralité avec nous. À tout à l'heure. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.